Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Espace littéraire. Collection fondée par Maggie Albet et dirigée par Jérôme Martin. Cette collection est consacrée à la publication d'œuvres de recherche universitaire dans le domaine des études littéraires. Privilégiant la littérature contemporaine, elle est ouverte à toutes les aires culturelles. Dernière parution. Abdesselam El-Ouazani, Où est passé le bonheur? Essai à travers l'analyse de 3 textes fictionnels marocains contemporains, 2022. Simone Geugeaudarnaudeu, L'arbre de la fable, 2022. Thierry René Durand, Vie et chaos dans le roman contemporain, Régis Geoffrey, Janine Matillon, Philippe Claudel, Pierre Péju, Louis-René Desforêts, 2022. Jean-Luc Pingrenon Dire, Écrit de femme. Plongé dans l'œuvre littéraire de Eza Aga Malak. Une littérature qui porte sa voix et son genre, 2022. Alexandre Lansmans, Le roman délétère. De Nana à Monsieur de Phocas, 2022. Alexandre Zotos, Ismail Kadaré par lui-même, 2022. Alain Morews, Pierre Herbart. De la drôle de guerre à la libération de Rennes, 2022. Georges Stasssinakis, Kazantzaki Zorba, Une véritable amitié, 2021. Daniela Catau Veres, Duras entre l'éloge et le blâme, Une lecture de la réception, 2021. Stéphane Beau, Georges Palante, Ou le combat pour l'individu, 2021. Raoul R. Francis, Zulma Caro. La main du papier de Chine, 2021. Louis Deseque, Tierno Bocard. Le sage de Bandiagara, 2021. Nora Khnouf, Parlons lecture, 2021. Enrico Spadaro, La littérature monde de J.R.R. Tolkien. Pertinence, discours et modernité d'une œuvre originale, 2021. PREFACE. Quelle place tient l'enseignant dans les ouvrages destinés à la jeunesse? Universitaire, enseignante, chercheuse et auteure de nombreux essais, Nadège Langbor tente de répondre à cette question qui certes n'est pas inédite même si le sujet est peu visité. Toutefois, jamais les réponses n'auront été aussi complètes et détaillées que dans cet essai magistral qui se lit comme un roman. Dans la littérature jeunesse où l'enfant ou l'animal est souvent le héros, l'enseignant en effet n'est jamais loin. Dès 1699, le personnage de Mentor tenait déjà une place centrale dans le Télémaque de Fénelon. J.K. Rowling s'en est souvenu dans le premier volume de Harry Potter, à l'école des sorciers, et Roald Dahl dans Mathilda. Après avoir passé en revue les essais abordant le même thème, Nadège Langbor se livre à l'étude détaillée du portrait des enseignants qui apparaissent dans les fictions contemporaines destinées aux enfants et aux adolescents, un portrait effectué le plus souvent du point de vue des jeunes héros. Les résultats sont d'une diversité étonnante et savoureuse. Leurs surnoms, leurs spécialités, leur caractère, leurs vêtements, leur physique, leur appartement, leur intimité, leur attitude, avec les classes mais aussi avec les collègues et l'institution scolaire, inspecteurs compris, offrent une galerie particulièrement réjouissante, surtout quand on sait que les auteurs de ces ouvrages sont ou ont fréquemment été enseignants eux-mêmes. Arouvignaud, Delerme, Friot, Grenier, Grevet, Langbor, Morgenstern, Nozière, Pénac, liste non exhaustive. La fiction permettrait donc d'appréhender la réalité de l'enseignant. Sans aucun doute, affirme Nadège Langbor avec exemple à l'appui, un schéma d'analyse des gestes professionnels à partir duquel l'enseignant pourra interroger sa propre pratique. Merci, Gudule, merci Daniel Pénac. À ce titre, le seul chapitre consacré au jeu faussé du questionnement, oui, faussé puisque le questionneur bizarrement connaît la réponse, devrait être appréhendé, lu et mouru par les pédagogues. Tous seront intrigués puis passionnés par le questionnaire qui leur est proposé comme ils le seront par les thèmes de l'autorité, du par cœur, du droit à l'erreur, que de sujets abordés. Interroger la littérature jeunesse pour répondre aux questionnements, voire aux angoisses, des pédagogues, est-ce vraiment sérieux? Oui. En essayiste attentive et scrupuleuse, Nadège Langbor appelle à la rescousse ceux qui ont déjà abordé le sujet, de Roger Caillois à Svetan Todorov en passant par Gérard Genette, Philippe Mérieux, Michel Picard ou Vincent Jouve. C'est dire qu'elle connaît un sujet qu'elle pratique au quotidien. Les ouvrages pour la jeunesse au service de la pédagogie? Mais oui.
Les enseignants qui les abordent en sont déjà convaincus, puisqu'ils savent que la littérature a pour première exigence de privilégier le plaisir. Les autres ? Eh bien, ils découvriront les vertus inattendues d'une littérature aussi riche que diverse avec cet essai fort bienvenu à mettre entre les mains de tous les enseignants. Christian Grenier. Introduction. L'école, ce n'est pas seulement des enseignements, mais également des professeurs, des meilleurs amis que l'on garde ou pas, des chemins de vie qui débutent, se tissent, se resserrent, se distendent aussi. Parfois, il suffit d'une rencontre pour qu'une vie bascule. Un héros est quelqu'un qui fait ce qui est juste quand les autres ne le font pas, ou plus. Aurélie Valognes, née sous une bonne étoile 2020. Dans la postface de son roman Née sous une bonne étoile publié en 2020, Aurélie Valognes érige les enseignants en héros, du moins certains enseignants car il y a des enseignants dont on se souvient en mal, ceux qui font naître en nous une rage, des enseignants auxquels on veut prouver qu'ils ont tort. Héros, adjuvants ou opposants, la figure de l'enseignant remplit donc tous les critères pour s'incarner dans des personnages de romans et de ce fait, ils sont nombreux à arpenter les fictions comme leur double réel arpente les couloirs des collèges, des lycées et même des universités. Certes, l'enseignant apparaît rarement comme le personnage principal d'un roman. Cependant, il occupe une place de choix dans le personnel romanesque, notamment lorsque la fiction met en scène des enfants et des adolescents. Qu'on pense par exemple aux Petites choses d'Alphonse Daudet 1868, à L'enfant de Jules Vallès 1878, à Claudine à l'école de Colette 1900 mais aussi plus près de nous, à Entre les murs de François Bégodeau 2007 ou à Chagrin d'école de Daniel Pénac 2007. Pourtant, peu de travaux de recherche se sont intéressés à cette figure romanesque. En 1986, Claude Pujade-Renaud publie un essai intitulé L'école dans la littérature. Se concentrant sur les productions littéraires des XIXe et XXe siècles, elle propose une étude des représentations de l'école dans son ensemble, s'intéressant à la fois aux personnages d'enseignants et d'élèves, mais aussi aux rouages du système éducatif et aux scènes clés qui incarnent l'école dans l'imaginaire collectif comme la scène de la rentrée, la scène de la dictée ou la scène de l'examen. 4 ans plus tard, Christiane Chessex-Viguet étudie la mise en scène de l'école et des rapports entre l'enseignant et ses élèves dans les romans des XIXe et XXe siècles dans son livre intitulé L'école est un roman. En 2016, la revue en ligne Synthèse consacre à son tour un numéro à la figure de l'enseignant. D'après l'éditorial signé par Polytimi Macropoulou, l'objectif des travaux consacrés à la figure de l'enseignant est d'interroger le statut et la mission de l'enseignant dans l'histoire de la pensée éducative. La représentation de l'enseignant dans la littérature est un sujet peu visité. Porteur d'autorité dont la mission est d'éduquer en insufflant l'amour de la connaissance, l'inspiration de recherche et d'ouverture des horizons spirituels auprès de ses apprenants, l'enseignant occupe aussi un rôle social assumant les responsabilités pédagogiques que lui assigne le pouvoir en place. La littérature est ainsi envisagée comme un témoignage de l'évolution des mœurs pédagogiques, ainsi que du rôle de l'enseignant au sein de la société. Les 9 articles réunis dans la revue, très intéressants au demeurant, peinent cependant à appréhender la figure de l'enseignant telle qu'elle se dessine dans la pensée collective contemporaine, ce qui s'explique en grande partie par le choix des œuvres étudiées. En effet, la plupart des articles développent une approche historiquement ancrée de l'enseignant, l'instituteur prussien dans l'Alsace annexée, le professeur de la Troisième République, ou une approche ethnographique des rapports enseignant-élève. De fait, ces articles permettent certes implicitement de mettre en perspective l'image de l'enseignant d'aujourd'hui avec d'autres représentations, mais ils n'interrogent pas la construction du personnage de l'enseignant dans l'imaginaire collectif actuel. À ces publications s'ajoutent quelques travaux universitaires comme la thèse de Brigitte Lagaé sur l'image du professeur dans la littérature, soutenue en 2003 à l'université de Villeneuve-d'Ascq. Comme l'indique le sous-titre de cette thèse, l'objectif de ce travail doctoral est de proposer une étude différenciée de l'usage des professeurs de l'enseignement secondaire public en France dans la seconde moitié du XXe siècle. En 2017, Alena Siramiatnikava consacre à son tour un mémoire de Master I à la figure de l'enseignant dans les romans autobiographiques de Jules Vallès et de Daniel Pénac, soutenu au Collège universitaire français de Moscou. Aussi intéressants que soient ces travaux de recherche,
il semble néanmoins laisser en suspens tout un champ d'investigation qui constitue une véritable mine d'or pour étudier la figure de l'enseignant dans la littérature. En effet, les chercheurs se concentrent quasi exclusivement sur la littérature générale, reléguant dans l'ombre la littérature de jeunesse où le personnage de l'enseignant est pourtant omniprésent. Certes, Brigitte Lagaët intègre à son vaste corpus des romans pour la jeunesse de Jean-Philippe Arouvigno et de Suzy Morgenstern. Certes, dans leur contribution pour la revue Synthèse, Mohamed Abdellatif Benamar et Viviane de Vriézer se focalisent sur le Gone de Shahabad Azouz Begag et sur Joker de Suzy Morgenstern. Mais ces incursions dans le champ de la littérature de jeunesse restent à la marge. Or, parce que les fictions destinées aux jeunes lecteurs mettent souvent en scène des héros de son âge, on retrouve immanquablement autour des protagonistes enfants et adolescents, des personnages adultes qu'ils côtoient au quotidien, d'une part les parents, grands-parents et plus largement les membres de la famille, et d'autre part les enseignants et représentants de l'école. De ce fait, il paraît pertinent d'explorer la littérature de jeunesse pour étudier la façon dont elle présente et représente la figure de l'enseignant. Se pose alors immédiatement une question, liée au destinataire de ces fictions. Puisque ces romans sont destinés à la jeunesse et que les jeunes lecteurs rencontrent inévitablement au cours de leur scolarité, des enseignants avec lesquels ils sont en opposition, ouverte ou non, ne risque-t-on pas de ne trouver dans ces romans que des caricatures et des versions stéréotypées du professeur qui apparaîtra comme un opposant au désir et à la réalisation du héros ? Et même si la figure de l'enseignant est valorisée, échappera-t-on pour autant aux clichés ? Le fait est que l'on ne trouve guère de portraits nuancés et complexes de l'enseignant dans la littérature de jeunesse, mais cela ne minimise pourtant pas l'intérêt de ces représentations car cette approche stéréotypée de la figure de l'enseignant permet de mettre en exergue certains traits caractéristiques de ce personnage. Bien sûr, les enseignants de chair et de sang coïncident rarement avec les portraits des enseignants sans entrailles, mais ils sont en revanche la synthèse de plusieurs de ces personnages. Par là même, le jeune lecteur peut sans peine identifier certains de ses professeurs aux enseignants fictifs qui peuplent les romans. En revanche, les enseignants eux-mêmes risquent de refuser de se reconnaître dans ces versions stéréotypées de leur père de papier. Et pourtant, il semble qu'il y ait pour les professeurs un enseignement à recevoir de ces miroirs déformants que leur tend la littérature de jeunesse. Selon les recherches menées sous la direction de Christiane Eteve et Christian Gambard, et réunies dans Que lisent les enseignants ? Lecture et diffusion des connaissances en éducation, les professeurs ne sont pas de grands adeptes de la lecture des travaux en sciences de l'éducation. Sylvie Duquesnoy fait le même constat dans l'article qu'elle consacre aux « lectures professionnelles des enseignants en exercice et en formation ». Comment les enseignants, les étudiants IUFM entretiennent-ils leur culture professionnelle ? Pas forcément en lisant, surtout en communiquant oralement avec leurs collègues, et poussés par la résolution de leurs problèmes. Que se passe-t-il quand ils passent à la lecture ? D'après les différentes enquêtes menées auprès des professionnels de l'éducation, les pratiques de lecture des enseignants se tournent de prime abord vers le genre romanesque. Les professeurs lisent surtout des romans. Mais ces fictions, quand elles mettent en scène l'école et le corps professoral, peuvent avoir une dimension réflexive qui permet aux enseignants lecteurs de mettre à distance leurs pratiques. Autrement dit, l'écriture romanesque peut constituer un espace de réflexion pour penser l'école et la pédagogie. Sans prétendre se substituer aux écrits en sciences de l'éducation, les romans peuvent ainsi participer à la formation professionnelle des enseignants. Telle est l'hypothèse à l'origine du travail de recherche que nous avons mené dans cet ouvrage. Si nous avons choisi d'explorer exclusivement le champ de la littérature de jeunesse, c'est d'une part parce que celui-ci a jusqu'alors été laissé en friche par ceux qui ont étudié la représentation de l'école et des professeurs dans la littérature, et d'autre part parce que les portraits des enseignants que l'on y trouve sont généralement esquissés du point de vue de l'enfant, afin de faciliter l'identification et l'adhésion du jeune lecteur. Ce faisant, ces portraits, aussi stéréotypés soient-ils, offrent aux enseignants de chair et de sang la possibilité d'entrevoir la façon dont leurs élèves les perçoivent. Le double mouvement de miroir et de décentrement du regard empêche l'enseignant lecteur de se complaire dans le plaisir narcissique que pourrait lui procurer le fait de se voir mis en vedette par fiction interposée dans le milieu qui lui est familier. Comme le note Brigitte Lagaët,
Ce plaisir est prégnant lorsque l'enseignant-lecteur lit un roman de littérature générale mettant en scène sa profession puisque ces romans lui sont explicitement destinés. En revanche, ceux de littérature de jeunesse sont d'abord destinés aux jeunes lecteurs, et donc à l'élève. Par là même, les portraits des enseignants qu'ils brossent ne cherchent pas à flatter l'ego de l'adulte qui, en tant que prescripteur de ses livres, lit aussi ses fictions pour la jeunesse. Ce miroir déformant que lui tendent les romans pour la jeunesse et qui caricature ses habitus professionnels peut heurter ou vexer l'enseignant-lecteur, mais en définitive, il attire aussi son attention sur certaines failles ou faiblesses de sa pratique professionnelle. En retour, il peut alors l'aider à construire une réflexion pour améliorer sa posture d'enseignant et sa pédagogie. C'est ce que nous développerons dans la deuxième partie de cet essai, dans laquelle nous étudierons plusieurs extraits de romans de littérature de jeunesse, afin de montrer comment la fiction permet de construire une réflexion didactique sur les pratiques d'enseignement et sur les postures du professeur. Ce travail est précédé d'une approche littéraire et critique de la représentation de l'enseignant dans la littérature de jeunesse, que nous proposons dans la première partie de cet ouvrage. Nous n'avons nullement la prétention de dresser un panorama exhaustif de la figure de l'enseignant dans la littérature destinée aux jeunes lecteurs. Une telle ambition serait d'ailleurs vouée à l'échec, tant le corpus est vaste. Nous avons donc préféré nous laisser guider par nos lectures. La seule restriction que nous nous sommes fixée est de nous concentrer sur le genre romanesque sans pour autant limiter notre corpus aux romans français ou francophones. En effet, de nombreux romans étrangers traduits véhiculent une représentation des enseignants qui fait sens pour le jeune lecteur français, et la saga Harry Potter de J.K. Rowling en est un parfait exemple. Nos critères de sélection des textes étudiés se bornent donc à des restrictions génériques et temporelles, puisque nous n'aborderons que des romans contemporains pour la jeunesse et quelques nouvelles. Nous postulons que ces œuvres romanesques constituent un panel littéraire représentatif permettant de mettre en exergue les modèles et contre-modèles de l'enseignant que met en scène la littérature de jeunesse, et que ces figures de l'enseignant peuvent inspirer les professeurs en exercice ou en devenir pour construire leur posture professionnelle. Première partie, mettre en scène l'enseignant dans la littérature de jeunesse. Variété des représentations et complexité des enjeux. Chapitre 1. L'enseignant, un personnage archétypal de la littérature de jeunesse. Quand on pense aux personnages qui constituent le personnel fictionnel récurrent de la littérature de jeunesse, la figure de l'enseignant est loin d'être en tête de liste. Comme l'a montré Nathalie Prince dans son essai intitulé La littérature de jeunesse, les personnages archétypaux de cette littérature sont d'abord l'animal et l'enfant ou l'adolescent. Et pour cause, que ce soit l'animal anthropomorphisé dans lequel l'enfant lecteur peut projeter les pulsions de son désir et peur, ou que ce soit le personnage qui lui ressemble du fait qu'ils ont le même âge, ces personnages stéréotypés consubstantiels à la fiction pour la jeunesse facilitent l'adhésion et l'identification immédiate du jeune lecteur. À l'inverse, les figures adultes incarnent l'altérité et ce faisant, n'invitent pas le jeune lecteur à se projeter dans ce type de personnage. Pourtant, il est rare que les fictions pour la jeunesse soient totalement dépourvues de personnages adultes. À moins que les héros enfants ou adolescents ne se retrouvent seuls sur une île déserte après un accident d'avion qui a causé la mort des adultes les accompagnant, Sa Majesté des Mouches de William Golding, ou à moins que les enfants ne soient les seuls survivants des '. Une épidémie qui a décimé la population adulte, Énéo de Michel Bussy ou U4 de Carole Trébor, Florence Hinkel, Vincent Villeminot et Yves Grevet, même si dans cette quadrilogie quelques adultes ont survécu, les personnages enfants de la littérature de jeunesse sont entourés par des personnages adultes. Or, parmi ces derniers figurent les doubles des adultes qui, dans la réalité, font partie intégrante du quotidien des enfants, à savoir les parents et les enseignants. D'une certaine façon, le personnage archétypal de l'enfant ou adolescent héros de littérature de jeunesse motive donc l'apparition récurrente du personnage de l'enseignant dans ses fictions, et l'élève lui aussi au rang de personnage archétypal. Pour autant, ils n'ont pas la même nature ni le même statut dans les histoires. Alors que l'enfant est souvent érigé en héros, l'enseignant reste systématiquement un personnage secondaire, même s'il peut occuper un rôle essentiel dans la diégèse. De plus,
les personnages d'enfants ou d'adolescents sont avant tout des personnages surnuméraires tandis que les personnages d'enseignants sont ce que Philippe Hamon nomme des personnages référentiels, qui renvoient à un sens plein et fixe, mobilisé par une culture. De fait, la construction du personnage de l'enseignant repose sur des représentations culturelles de ce corps de métier. Ceci explique que même si chaque fiction personnalise les personnages d'enseignants qu'elle met en scène, elle reprend cependant un certain nombre de clichés associés à cette profession. D'un roman à l'autre, le lecteur retrouve alors une série d'invariants qui se répètent de portrait en portrait et érigent la figure de l'enseignant en personnage archétypal. Un portrait de l'enseignant. Une représentation stéréotypée de l'enseignant. Incontestablement, l'enseignant de papier est un personnage à part entière, doté d'un corps et d'une voix. Il s'inscrit dans la diégèse en prenant part aux actions racontées et en entrant en interaction avec les autres protagonistes du récit. Cependant, parce qu'il est identifié et défini par le métier qu'il exerce, le professeur sans entrailles apparaît souvent comme un personnage incomplet. Saisi dans sa vie publique et professionnelle, il est rarement présenté dans sa vie privée, et plus rares encore sont les informations sur ses relations familiales, amicales ou sur son enfance qui lui donneraient de la consistance. Certes, il existe quelques exceptions. Le lecteur de Cameau et moi de Daniel Pénac apprend que le terrible professeur de français, M. Crastin, a eu une enfance malheureuse qui semble expliquer partiellement la sévérité dont il fait preuve à l'égard de ses élèves. Mais ce récit d'enfance que livre M. Crastin est mis au service de son métier. En effet, loin d'être une confidence faite à un proche, cette histoire est contée aux responsables légaux de ses élèves, quand le professeur convoque les parents pour faire un bilan sur le manque de sérieux et de travail de leurs enfants. C'est ce que finit par révéler Pop, le père du narrateur. Eh bien, ton Crastin me raconte son enfance. Son enfance d'orphelin pendant la guerre, la dernière, l'affreuse, celle où la terre entière étripait la terre entière. Tu imagines un orphelinat à cette époque et dans ces circonstances ? Il passait des nuits dans la cour quand il était puni, même en hiver, c'était le règlement. Une nuit à demander pardon à la statue de Saint-Louis. Aux maltraitances physiques s'ajoutaient même des maltraitances psychologiques. Il y avait un vieux surveillant à barbe grise, la bouche pleine de trous, qui lui expliquait avec des postillons glacés que seuls sont orphelins les enfants qui le méritent, que la famille n'est pas un droit mais une récompense, des trucs de ce genre, tu te rends compte. Monsieur Crastin utilise donc sa vie privée et ses souvenirs d'enfance pour nourrir sa posture professionnelle. Ces expériences intimes ne servent pas à le construire en tant qu'individu, ce sont uniquement des outils qu'il met au service de sa réflexion sur l'éducation. Ainsi, dans Cameau et moi de Daniel Pénac, les incursions dans la vie privée de l'enseignant sont repensées à travers le prisme de sa profession, comme s'il ne pouvait pas construire son identité en marge du métier qu'il exerce. Je suis professeur, c'est-à-dire que hors d'une classe je ne suis bon à rien. L'aveu de Topaz, le personnage éponyme de la pièce de Marcel Pagnol, pourrait être repris par de nombreux personnages d'enseignants dans la littérature de jeunesse. Ces personnages sont en effet incapables de se construire une identité qui soit totalement déconnectée de leur profession. Si la littérature de jeunesse grossit le trait jusqu'à la caricature, il n'en demeure pas moins vrai que le caractère chronophage du métier d'enseignant mène parfois à de telles dérives. Loin du pathétisme de Daniel Pénac ou du cynisme de Jean-Paul Nauzière dans Adieu mes jolis, Bernard Friot est certainement l'écrivain pour la jeunesse qui a le mieux traduit cette réalité dans sa nouvelle Correspondance, sur laquelle se conclut le recueil Jours de collège. La nouvelle juxtapose 19 sessions alternant des lettres qu'une élève écrit à son professeur de français, sans avoir cependant l'intention de les lui envoyer et la narration du quotidien du dit professeur. Il s'agit de François Bonlieu, un enseignant posé, serein. En apparence, c'est un professeur qui a su trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. D'ailleurs, sur les 10 sessions qui lui sont consacrées, seule une le met en scène en train d'enseigner. Mais, à bien lire les autres sessions le montrant chez lui ou avec des amis, on réalise que François Bonlieu ne se défait jamais de son costume d'enseignant. Chez lui, il prépare ses cours, corrige les copies et entre les résultats sur son ordinateur qu'il éteint après avoir fini son travail, oubliant d'envoyer un mail à Zilke, sa compagne avec laquelle il entretient surtout une relation à distance. Son travail d'enseignant occupe ses soirées, les corrections de copies s'étendant parfois bien après minuit.
Même lors des temps de loisirs, il ne peut s'extraire de l'emprise de la sphère professionnelle. S'il va assister à un concert, c'est en compagnie de Suzanne, sa collègue de musique. Et il ne peut apprécier totalement le jeu de la pianiste car ses pensées le ramènent sans cesse à ses élèves. Il a été distrait pendant tout le concert. Et dans sa tête, les fragments de musique sont mêlés aux images qui l'ont embrouillé tandis que la vieille Tatiana jouait Bach et Schubert. Cyril, un 6e C, absent une fois encore. Il rate un cours sur 2, à peu près. En parler à la conseillère d'éducation et aller voir les parents, puisqu'ils ne répondent pas aux convocations. Et puis Lise ce matin, quand il lui a rendu son devoir. Chez lui, l'écoute de la musique est également perturbée par des pensées professionnelles. Mélodies andalouses du Moyen-Orient. Il n'a pas besoin d'écouter la musique pour qu'elle agisse sur lui. Elle traverse son corps, s'y diffuse et imprime dans sa tête des images inconnues. Là, par exemple, il s'étend sur le canapé, ferme les yeux, et défile devant lui des paysages de sable, de pierres blondes et de miel coulant clair sur des gâteaux. Oui, mais l'image est troublée aussitôt par des visages alignés, des yeux qui le fixent. Il les reconnaît bien sûr, les 3e B. Même lorsqu'il est invité chez des amis, François Bonlieu reste enseignant, d'abord parce que ses amis sont eux-mêmes des professeurs qui exercent dans le même établissement que lui, ensuite parce que bien qu'il soit en présence d'autres personnes et loin de ses élèves, il ne peut s'empêcher de penser à eux. Vide. Il se sent vide. Apéritif chez Suzanne, la prof de musique. Ils sont 10, tous enseignants au collège Molière, dans le grand appartement ancien, fenêtre ouverte sur le parc municipal. Il est un peu à l'écart, enfoncé dans un fauteuil en cuir à la patine luisante. Il tourne entre ses doigts un verre de gin, se laisse envelopper par la conversation autour de lui. Ce matin, le dernier cours avec les 3e B, oui, c'est de là que vient le vide. Sentiment d'inachevé, quelque chose de raté. Pas les larmes de Roselyne, pas les blagues de Mathieu, ni les mots maladroits de Sofiane. Le portrait en acte de François Bonlieu esquissé par Bernard Friot est un bel exemple de la façon dont la littérature de jeunesse construit les personnages d'enseignants qui arpentent ses fictions. L'identité de ce type de personnage est toujours consubstantielle au métier qu'il exerce. Il lui est impossible d'échapper à cet état de fait, même s'il le voulait. C'est d'ailleurs ce que Jean-Paul Nozière souligne avec humour dans Adieu mes jolis. En quête d'un précieux artefact qui serait caché dans les fondations de l'école de Sponge, Alix se fait engager comme enseignant sous une fausse identité. Mais il découvre vite qu'il n'est pas le seul chasseur de trésors à se cacher sous un pseudonyme. Il interroge alors un habitant de Sponge pour en savoir plus sur ses collègues. Les profs aussi sont des faux. Alix secoua la tête et se reprit. Je veux dire, leur nom ? Pas eux non. Ils ne peuvent pas, pour des raisons administratives. Ils aimeraient sûrement trafiquer leur état civil. Comme toi, fils. Tout le monde rêve plus ou moins d'être un autre. Ces quelques lignes de Jean-Paul Nozière peuvent être lues comme une définition métadiscursive de la nature du personnage romanesque de l'enseignant. Celui-ci s'inscrit dans une représentation sociale et administrative qui fixe les contours de son identité. Il est contraint d'endosser ce rôle même si, au final, le personnage construit est empreint de fausseté parce qu'il n'est que le produit d'une juxtaposition de clichés culturels et sociétaux. En définitive, chaque personnage d'enseignant dans les romans pour la jeunesse n'est qu'une variation autour des stéréotypes du professeur que véhicule l'imaginaire collectif. Comme tout stéréotype, il n'est pas un fidèle reflet de la réalité mais une fiction, c'est-à-dire une représentation culturelle et un modèle simplifié. Prenant en compte les premiers destinataires de cette littérature, les écrivains pour la jeunesse tentent de coller au plus près à leur vision du monde. De ce fait, la représentation du personnage de l'enseignant passe à travers un filtre de perception que les auteurs imaginent être celui de l'enfant ou de l'adolescent. Matt Ieu Radenac, dont l'écriture intelligente et fine n'a de cesse d'interpeller le jeune lecteur pour l'inviter à se défaire des stéréotypes, met d'ailleurs explicitement en scène ce point de vue stéréotypé de l'adolescent sur les professeurs. D'en prendre son courage à 2M Basile, Alex, narrateur homodiégétique, reconnaît s'être trompé sur son professeur de sciences. Aveuglé par les clichés, j'ai porté un jugement hâtif. Renaud est dévoreur de livres et pourtant professeur de sciences. Incarner les deux faces d'une même pièce serait possible ?
Cette remise en question de la représentation stéréotypée des enseignants fait cependant figure d'exception. Généralement, dans la littérature de jeunesse, les portraits d'enseignants sont esquissés du point de vue de l'enfant auquel on attribue une vision manichéenne du monde et des autres. Il ne s'agit donc pas de proposer une représentation objective du corps professoral, mais de transcrire la représentation subjective qu'en ont les élèves de papier auxquels le jeune lecteur peut s'identifier. D'une certaine façon, on peut dire que les personnages d'enseignants dans la littérature de jeunesse sont le produit d'une double création imaginaire. S'ils sont d'abord la création linguistique des auteurs, ils sont aussi une création fantasmée des personnages d'élèves intradiégétiques. Preuve en est le fait que ces enseignants sans entrailles, bien que pourvus d'un état civil stable signalé par l'onomastique, sont souvent renommés par les personnages d'élèves. Or, les surnoms qui sont donnés aux professeurs se substituent bien vite à leur identité première puisqu'ils résument le trait de caractère dominant de chaque personnage. Ainsi les professeurs terribles faisant preuve d'une sévérité excessive et d'une certaine perversité à l'égard de leurs élèves sont appelés Madame Hyène, l'homme dynamite, Monsieur Corbeau, l'ogresse Zagulon, la sorcière. Ceux qui peinent au contraire à faire preuve d'autorité et se font chahuter par leur classe sont rebaptisés Calimero, Mou du genou, la petite prof je vous préviens. Certains enseignants de papier doivent leur surnom au mépris voire à la haine qu'ils inspirent à leurs élèves comme la fauchoire de merde ou l'autre bouffon, tandis que d'autres sont simplement réduits à une caractéristique physique, la grande loulou, ou vestimentaire, Sœur Marie Jupette, le vampire du CDI. Ces surnoms, tout comme la description physique et la description du comportement avec les élèves font partie des passages obligés lorsqu'un écrivain pour la jeunesse introduit un personnage d'enseignant dans son récit et en esquisse le portrait. Pour mettre en exergue ces invariants dans les portraits des professeurs et mieux cerner les stéréotypes qui les sous-tendent, il nous a paru intéressant d'adopter une démarche comparatiste dont rendent compte les tableaux reproduits dans les pages suivantes. Partant de l'élément stable fourni par l'état civil, le nom propre de chaque enseignant, nous avons ensuite entrepris d'identifier la façon dont les éléments constitutifs des portraits de ces personnages sont organisés à travers le filtre de perception des personnages d'élèves. Nous avons donc relevé, pour chaque professeur de papier, le surnom qui lui est attribué quand il en a un, ses caractéristiques physiques auxquelles ses élèves prêtent attention et surtout, la réception de ses pratiques d'enseignement, à la fois avec la description des cours dispensés et avec celle du comportement à l'égard des élèves, deux éléments observables et observés par les personnages d'élèves qui permettent à ces derniers de faire des hypothèses quant aux traits de caractère de leurs professeurs. Pour effectuer ce travail de comparaison, nous nous sommes focalisés sur les fictions de notre corpus mettant en scène des personnages d'enseignants dans le secondaire. Il est en effet apparu que la représentation stéréotypée de l'enseignant est d'autant plus marquée que le professeur est associé à une matière enseignée, la polyvalence des instituteurs de primaire servant même de repoussoir pour souligner les incompétences des enseignants de collège et de lycée. Ceci explique la typologie que nous avons choisi d'adopter dans nos tableaux, en classant les professeurs de papier selon les matières enseignées. Que nous apprennent ces tableaux ? Ils nous renseignent tout d'abord sur la représentation du corps professoral par les écrivains eux-mêmes. Ne serait-ce que d'un point de vue quantitatif, force est de constater que les auteurs pour la jeunesse tendent à se focaliser sur l'enseignant de lettres et de fait, c'est ce type d'enseignant qui fait l'objet des portraits les plus élogieux comme les plus critiques. Cette focalisation sur le professeur de français peut sans peine s'expliquer. En tant que passeur de littérature et prescripteur de lecture, cet enseignant est celui dont les écrivains se sentent les plus proches et envers lequel ils se sentent redevables. Aussi est-ce autour de ce personnage que se cristallisent les postures octoriales adoptées à l'égard du corps enseignant. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet plus avant, dans notre deuxième chapitre. Si les enseignants de lettres sont les plus représentés dans la littérature de jeunesse, leurs collègues ne sont pas pour autant oubliés. Professeurs de mathématiques, d'histoire, de sciences, de langue vivante, de technologie, d'art plastique, d'éducation musicale et d'EPS, tous sont portraiturés en insistant plus ou moins sur les stéréotypes associés à la discipline qu'ils enseignent. Le professeur de sport est toujours en short, quelle que soit la saison, avec son fidèle sifflet autour du cou. Le professeur d'anglais parle d'une voix nasillarde censée mimer l'accent britannique, et il n'est guère surprenant que l'un d'eux se nomme Monsieur Narine, un patronyme si bien adapté que ses élèves n'ont aucun besoin de lui trouver un surnom. Le professeur d'histoire, lui,
aime les histoires et son cours se dilue souvent dans une multitude d'anecdotes sans lien avec le programme. Dans Chasseur de livres de Jennifer Chambliss-Bertman, M. Kissling improvise ainsi un cours sur l'usage des messages codés dans l'histoire après avoir intercepté un mot échangé entre deux collégiens. M. Viernroll, le professeur de Camo, est d'un bavard intarissable qui passait des heures à nous raconter des histoires de famille, de vacances, de chiens-chiens et de bagnoles sans aucun rapport avec l'histoire, ce qui ne l'empêchait pas de nous donner des interros écrites exactement comme s'il nous avait fait cours. En cela, il n'a rien à envier à M. Coruscant dont les élèves connaissent le goût pour les anecdotes et les digressions, goût que les collégiens mettent à profit dès qu'ils s'ennuient en cours. Vous savez comme il est. Il suffit de le lancer et il parle pendant 1 heure sans s'arrêter. Mathilde est une grande spécialiste de la chose. Quand un cours est particulièrement ennuyeux, elle pose une question qui n'a rien à voir avec le sujet. Le prof s'emballe, part dans des parenthèses qui n'en finissent plus, tout étonné d'être interrompu par la sonnerie et de ne pas avoir eu le temps d'achever la leçon du jour. Si le professeur d'histoire aime les histoires, le professeur de mathématiques, lui, semble appréhender le monde qui l'entoure avec une rigueur arithmétique sans faille, au point qu'il en vient à voir sa classe comme un simple problème de fraction. Une classe, c'est comme un 4/4. Un quart de nul, un quart de médiocre, un quart de moyen, un quart de bon. Dans quel quart serez-vous à la fin de l'année ? Demande M. Guanverne, le professeur de mathématiques des collégiens de Cola Gutmann. L'actualisation des stéréotypes liés à la matière enseignée se mue souvent en caricature, surtout quand il s'agit de souligner les contradictions des enseignants. Ainsi Daniel Pénac peint-il avec humour le professeur de SVT, qui ouvrait les grenouilles au scalpel mais ne pouvait s'empêcher de pleurer devant la grenouille ouverte. Les portraits des professeurs d'EPS sont, eux, bien plus caustiques et critiques, comme si les écrivains pour la jeunesse ne pouvaient s'empêcher d'investir la vision stéréotypée des loisirs qui oppose le sport et la lecture. Aucun enseignant d'éducation physique et sportive n'est mis en scène en train de pratiquer les sports qu'ils font découvrir à leurs élèves. Madame Ayel, professeure au collège d'Aïcha dans Ma boule à zéro, reste toujours avachie sur ses fesses, brailla NT ses directives, d'un ton de bulldog exaspéré, sans jamais pratiquer aucun des exercices qu'elle proposait. Ses homologues du roman de Christian Lehmann, No Passaran, le jeu sont pires encore. Madame Ayel reste au moins au bord du stade pour surveiller ses élèves alors que ses collègues les laissent seuls pour se réfugier dans les vestiaires à l'abri des intempéries. Au 3e tour de stade, Eric rejoignit Thierry et Andreas à l'abri du tas de sable. Il ne serait venu à personne l'idée de les dénoncer au prof de gym. D'ailleurs, par ce froid, M. Laurin avait rejoint ses collègues à l'intérieur d'un des bâtiments en préfabriqué du stade, et n'en sortirait que dans une bonne demi-heure. De temps en temps, l'un des professeurs d'éducation physique quittait le relatif confort des vestiaires, se montrait dans l'encadrement de la porte, encourageait de la voix les élèves. Ceux qui ne savent pas faire enseignent, déclare René dans l'élégance du hérisson, et c'est une terrible condamnation que semble illustrer maintes portraits stéréotypés de professeurs dans la littérature de jeunesse, et pas seulement ceux d'EPS. Certains enseignants méconnaissent les programmes ou refusent de les suivre, parce que les préconisations officielles ne coïncident pas avec leur centre d'intérêt. C'est par exemple le cas de M. Hazard, qui a été recruté pour remplacer au pied levé un professeur arrêté pour dépression. Non seulement il ignore jusqu'au contenu des programmes, mais il refuse de s'y conformer parce qu'il n'aime pas la géographie, et ne s'intéresse qu'aux Étrusques. Et ce n'est pas parce qu'un inspecteur s'invite de façon impromptue dans sa classe, et lui reproche d'être très en retard dans le programme, qu'Hazard va modifier ses pratiques pédagogiques. La spécialisation des enseignants du secondaire est ainsi présentée comme un appauvrissement. Les profs, ce sont des gens qui ont dû rater le concours d'instituteur parce qu'ils ne savent qu'une matière, se dit Carole, l'héroïne de Rendez-vous au collège de Stéphane Méliade. La polyvalence des instituteurs, dont M. Margerel est la parfaite illustration puisqu'à la demande de Camo et de ses camarades de CM2, il est capable d'incarner tous les professeurs du collège, sert de repoussoir pour mieux souligner les limites des enseignants de collège et lycée. D'ailleurs, dans la littérature de jeunesse, on rencontre majoritairement des portraits épidictiques des professeurs des écoles, Mademoiselle Candy dans Mathilda de Roald Dahl, Monsieur Noël dans Joker de Suzy Morgenstern, Monsieur Édouard dans Momo Petit Prince des Bleus de Yael Hassan ou Monsieur Margerel dans Camo et moi de Daniel Pénac, par exemple,
alors que les portraits des enseignants du secondaire sont souvent des portraits à charge. Comment expliquer ce hiatus dans la représentation des enseignants? Adoptant le point de vue de l'élève sur ces professionnels de l'éducation, les écrivains pour la jeunesse essaient de rendre compte de l'impact émotionnel qu'occasionne le passage d'une relation exclusive avec l'instituteur à des relations avec de multiples professeurs. Les rapports humains s'en trouvent nécessairement changés. Alors que l'instituteur connaît ses élèves et a du temps pour chacun d'eux, ce n'est pas le cas des enseignants du secondaire qui n'ont qu'un temps limité avec les élèves, de 1 à 5 heures par semaine. C'est l'amère observation que se fait l'héroïne de Rendez-vous au collège, en comparant ses professeurs de 6e à son ancien instituteur. Lui, il m'appelait Carole tout simplement. Il ne regardait de son air attentif, pas pressé. Puisqu'ils n'ont pas le temps de connaître leurs élèves, les professeurs du secondaire tendent à ne pas les voir comme des individus, mais comme un ensemble indistinct d'apprenants. Tel est le constat que dresse May, la diariste d'Avec tout ce qu'on a fait pour toi de Marie Brantôme. On nous appelle par nos noms de famille. Pas de prénom. C'est comme si on représentait toute la famille d'un coup, quand on nous appelle. Les profs sont froids, lointains. Ils s'adressent à nous comme à des inconnus que l'on croise dans la rue pour la première fois. Dans des cornichons au chocolat, Stéphanie, qui compare son lycée à une ferme et les élèves à du bétail, arrive à la même conclusion que May. On est des veaux et les profs, à part un ou deux, ils sont comme des fermiers, ils nous regardent tous ensemble, mais jamais une par une. Jamais dans les yeux, toujours le troupeau. Les profs se rendent compte que j'existe à l'appel et quand ils remplissent les bulletins. Note Pierre dans son journal, exprimant en termes moins crus que Stéphanie sa résignation face au fait que les enseignants de son lycée ne le connaissent pas. Mais le plus grave n'est peut-être pas là aux yeux des élèves de papier. Le drame est plutôt dans le fait que les enseignants refusent d'admettre qu'ils ne connaissent pas leurs élèves et que, pour pallier ce problème, ils les cataloguent. Une classe, c'est comme un 4/4, un quart de nul, un quart de médiocre, un quart de moyen, un quart de bon, affirme le professeur de mathématiques dans les collégiens de Cola Gutmann avant de demander à ses élèves dans quel quart ils pensent se trouver. Pour se donner l'impression de connaître leurs élèves, les enseignants les font ainsi entrer dans des cases, ce que dénonce Alex dans Des livres et moi de maths 7 Radenac. C'est un souci de cases que je rencontre aussi au collège. On ne sait jamais par qui ni pourquoi, mais c'est comme ça. Le truc, c'est que personne ne parvient à m'en changer. Samy, Laura et moi, on est dans la case des irrécupérables. Ceux qui sont en marge. Les enseignants ont donc une vision stéréotypée et fausse de leurs élèves. Il suffit de voir comment Madame Saumur, le professeur de français de Kevin dans Holden mon frère, se sert des clichés pour fustiger le désintérêt du collégien pour la littérature. Selon elle, ce serait la passion dévorante pour les jeux vidéo qui contamine tous les adolescents qui détourneraient Kevin des livres. Mais elle est bien loin de la réalité. À part un écran de télé tout plat de la taille d'une fenêtre, aucune technologie plus évoluée que le robinet n'a jamais pénétré chez nous. Contrairement à ce que pense ma prof de français, ce n'est certainement pas une console de jeux vidéo qui me détourne des livres. Je n'y peux rien si, à part le programme télé, aucun livre plus compliqué que les dépliants Lidl n'a jamais pénétré chez nous. Dans la lettre déchirée d'Ella Ballart, Stéphane est lui aussi catalogué par ses enseignants. Cantonné depuis le primaire au rôle de mauvais élève, à cause de ses redoublements et des stratégies d'évitement qu'il met en œuvre pour échapper au travail scolaire, il souffre pourtant de cette vision stéréotypée que ses professeurs ont de lui, au point que celle-ci est implicitement assimilée à la violence de la Shoah et au marquage des prisonniers des camps de concentration. Cette étiquette de mauvais élève, Stéphane la porte depuis longtemps. C'est écrit, c'est affiché là, sur lui, en solde, promotion, fin de série. Il est convaincu que tout le monde peut le voir, que tout le monde peut le lire. Que cela colle à sa peau. Parfois, il retrousse ses manches pour s'assurer qu'on ne le lui a pas gravé sur le bras. C'est plus fort que lui, il ne parvient pas à se raisonner, il faut qu'il relève sa manche et qu'il vérifie. Il s'attend toujours à voir ces mots inscrits là, dans sa chair. Puisque les enseignants ont une représentation stéréotypée de leurs élèves, n'est-ce pas un juste retour des choses que les élèves portent à leur tour un regard stéréotypé sur leurs professeurs et les fassent eux aussi, entrer dans des cases? De fait,
À la galerie des élèves où s'exposent les portraits du cancre, du timide, du caïd, de la pain-bêche ou du premier de la classe répond la galerie des professeurs où l'on trouve le tortionnaire, le dictateur, le ringard, l'incompétent et heureusement aussi le passionné, le pédagogue. À eux seuls, les enseignants de papier constituent une nouvelle série de personnages de commedia dell'arte. Chacun a son masque reflétant son caractère et tous ont des accessoires associés à leur rôle, notamment des lunettes, un cartable et un stylo rouge ou violet dans le cas de M. Crastin. Le réinvestissement des stéréotypes liés au métier d'enseignant ne serait pas complet si, à la posture et au costume des professeurs de papier, ne s'ajoutaient les rituels professionnels associés au métier d'enseignant dans l'imaginaire collectif, à savoir faire l'appel, corriger des copies, compléter des bulletins, assister au conseil de classe et parfois préparer les cours et faire grève. La correction des copies est sans conteste la tâche qui monopolise le plus les enseignants sans entrailles, lorsqu'ils ne sont pas face à leurs élèves. Cette focalisation sur ce travail spécifique permet alors aux écrivains pour la jeunesse de mettre en scène un des aspects les plus fastidieux du métier de professeur qui finit par miner les enseignants de l'intérieur et éteindre leur vocation. La correction des copies est en effet présentée comme une corvée chronophage et sans grand intérêt car ce sont la plupart du temps des copies atterrantes, des devoirs informes, une bouillie inepte où les élèves ne font que se répéter les uns les autres. C'est d'ailleurs ce que remarque le frère de M. Barthelebout, alors qu'il fouille dans les affaires de son jumeau qui est hospitalisé suite à un malaise en classe. Grégoire sortit également le cartable de son frère. Il en dénicha une pile de copies d'élèves de 5e, chargés de rédiger un questionnaire original, en préparation de la visite d'un auteur dans leur établissement. Après les avoir feuilletés sans beaucoup d'intérêt, il eut l'impression d'avoir lu 30 fois les mêmes questions. La nature répétitive et médiocre des copies use les enseignants de papier. Parfois, ils expriment leur lassitude dans les commentaires qui accompagnent la correction des devoirs. L'ancien professeur de Marie note sur chacune de ses rédactions « Délayage permanent, grand talent de délayage ». Jean-Hugues de Molène, pourtant jeune enseignant, verse déjà dans le commentaire caustique. Il avait encore un gros tas de fiches à corriger. Il chercha celle de Magide. Le garçon avait choisi l'île au crâne d'Anthony Horowitz et il avait tranquillement recopié la 4e de couverture. David Elliott vient d'être renvoyé du collège. Il est aussitôt expédié dans une étrange école, sur la sinistre île au crâne. Un roman plein d'humour noir. À partir de 11 ans. Jean-Hugues écrivit en haut de la copie « Vous avez oublié le code barre » puis, hésitant à mettre le zéro qui s'imposait, il releva la tête. L'épuisement moral qu'occasionne la correction de copies devient le symptôme de la désillusion qui touche de nombreux enseignants de papier. Les élèves, ça ne sert à rien qu'à donner des tas de cahiers et de copies à corriger, finissent par affirmer certains d'entre eux au point de remettre en question l'utilité de leur métier qui s'apparente davantage au supplice de Sisyphe ou à celui des Danaïdes, une tâche sans fin répétitive. Leur bureau est semblable au tonneau des filles de Danaos, à ceci près qu'au lieu de se vider inlassablement, ils se couvrent de copies dont les paquets ne cessent de se renouveler en dépit des heures de correction effectuées par les professeurs. Et il n'y a pas que ce travail d'évaluation qui se vide peu à peu de sens. Toutes les réunions pédagogiques sont perçues comme du temps perdu et improductif, non seulement par les enseignants de papier mais aussi par leurs élèves. Mon frère Jérémy, qui est en 3e, dit que tous les profs à partir de la 6e ont la manie des réunions, qu'ils se rassemblent pour un oui ou pour un non, qu'une fois par trimestre ils se réunissent tout spécialement pour nous casser du sucre sur le dos, que c'est sacré comme chez les Indiens et que ça s'appelle un conseil de classe. En remettant en question l'efficience et l'intérêt des gestes professionnels des enseignants, les écrivains pour la jeunesse ne cherchent pas à dénigrer une profession pour laquelle ils nourrissent un profond respect, comme nous le verrons dans notre 2e chapitre. Ils rendent simplement compte du mal du siècle, qui affecte le corps professoral et qui alimente les stéréotypes sur les enseignants. Depuis les années 80, l'imaginaire collectif s'est départi de cette représentation élogieuse des professeurs, ne cessant de pointer du doigt leur statut privilégié avec les vacances, leur manque d'implication, leur manie des grèves, oubliant souvent les difficultés du métier, même si celles-ci sont mises en lumière avec délectation par les médias quand des actes de violence sont perpétués dans des établissements scolaires. Le mal-être des enseignants,
dont les manifestations visibles sont le désintérêt et des relations parfois chaotiques avec les élèves, est au cœur de nombreux portraits stéréotypés des professeurs brossés par la littérature de jeunesse. Même si la présence d'enseignants exceptionnels dans le personnel romanesque vient nuancer cette représentation de l'enseignant souffrant, force est de constater que les portraits des professeurs dans les romans pour enfants... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.